bienvenue dans le podcast Ohana Triathlon. Je suis Hermano et je serai votre hôte sur ce podcast. À mes côtés, Olivier De Scuter, le fondateur de la marque Ohana. Tous les jours, en 5 minutes, on vous explique comment lancer une marque de textile de sport et comment performer dans le triathlon. Ce podcast est sponsorisé par Ohana, spécialiste du textile de triathlon, natation, vélo, course à pied. Pour en savoir plus sur la marque, direction ohana.boutique. À tout de suite pour votre première commande. Bonjour à toutes et à tous, mercredi 13 janvier, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ohana et nous continuons notre série non seulement sur le triathlon mais aussi sur le matériel. Et évidemment, je suis très bien entouré, j'ai à ma droite Olivier. Salut Olivier. Salut Hermano. Et à ma gauche, Greg du podcast de Nakan. Donc on est un peu en mode crossover Ohana Nakan. Salut Greg. Oui, salut Hermano. Bon, on continue comme hier. Donc hier, on a abordé le sujet de l'habillement, plutôt de la trifonction. Est-ce que vous voyez, pour le sujet du jour, le matériel classique, disons le gros matériel que l'on doit avoir avec soi, que l'on parle de préparer une compétition ou en compétition pour pratiquer le triathlon ? Oui, je pense qu'on peut partir sur le matériel indispensable, sans quoi on peut pas faire de triathlon, et puis le matériel optionnel. Je sais pas ce que t'en penses, Greg. Ouais, alors effectivement, il y a le matériel vraiment qui est de base, donc qu'il faut avoir pour pouvoir participer à une compétition de triathlon. Et puis après, il y a tout le matériel qui va être fonction de la distance du triathlon, aussi un petit peu du terrain dans lequel on va le faire, si c'est un Xterra, si c'est un triathlon sur route, si c'est un triathlon en montagne ou à plat. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui vont changer. Ouais, alors peut-être justement pour illustrer cette différence entre les différentes distances du triathlon, on peut peut-être partir sur un accessoire qui peut paraître assez basique, mais qui finalement va avoir son importance. Je veux parler de la chaussette. Messieurs, je vois que ça vous fait aussi rire, mais allez, votre avis, est-ce que on va être amené à utiliser des chaussettes aussi bien à l'entraînement, en compétition plutôt courte qu'en compétition plutôt longue? Greg, peut-être ton avis? Alors, il y a une citation du film Forrest Gump, le lieutenant Dan, qui dit à un moment à ses recrues, qui dit « Les gars, la différence entre un soldat vivant et un soldat mort, c'est les chaussettes. » Et en triathlon, c'est un petit peu la même chose. Ce qui va faire que vous alliez pouvoir courir un marathon ou pas, par exemple, après un Ironman ou un semi-marathon après un half, c'est de mettre des chaussettes dans ses chaussures ou pas, parce qu'on sait que c'est tenable de faire un 5 voire un 10 km à pieds nus dans ses chaussures pour accélérer ses transitions. Au-delà, je pense que beaucoup d'athlètes ont tout intérêt à mettre une paire de chaussettes, en tout cas pour la partie course à pied. Olivier, ton avis, toi, t'es plutôt sur le court, quoique tu te prépares sur le long cette année, mais t'as fait plutôt du court. Effectivement, c'est vrai que alors moi j'ai plutôt tendance à vouloir gagner du temps sur les transitions, à défaut d'être un grand nageur, ça me permet de récupérer un petit peu. Donc moi, si vous voulez, je commence un triathlon, enfin en tout cas je sors de l'eau, je culpabilise pendant tout le reste de la course. Donc dès que je peux gagner quelques secondes, je le fais. Donc c'est vrai qu'en général, j'ai plutôt tendance à skipper l'étape des chaussettes. Maintenant, c'est vrai que sur une distance complète, oui, j'aurais plutôt tendance à les mettre quand même. Finalement, ça se compte en secondes. En tout cas, pour la course à pied. Sur le vélo, par contre, moi, j'ai pas de souci à rouler pieds nus. Surtout que j'ai des chaussures spéciales de triathlon finalement qui peuvent s'enfiler assez rapidement. Donc c'est vrai qu'en général je mets pas de chaussettes à ce niveau-là. Et enfin pour la natation, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais finalement quand on nage en eau froide, on peut aussi avoir des chaussons pour ça. Donc voilà, moi je suis pas un grand spécialiste de la natation en eau froide, mais je sais que notre ami Hermano ici présent, lui fait ce genre de choses un peu folles, donc il pourra peut-être nous en dire un peu plus. Effectivement, j'ai eu l'occasion de tester la nage en eau froide à 3 reprises ici à Luxembourg. La première fois, c'était juste avec la wetsuit, donc juste avec le néo, mais sans gants, sans bottillons. J'ai eu bien froid aux extrémités. La deuxième fois, c'était juste avec les bottillons. Et la troisième fois aussi, mais je me sentais déjà beaucoup mieux. Donc, je te rejoins sur les nages en eau froide. Et bien, peut-être que la trifonction plus la combinaison plus les petits bottillons et les gants, ça va bien. Pour notamment un Norseman ou un triathlon
dans les fjords islandais ou norvégiens. Je sais pas si ça vous parle, ça. Bah, moi, je sais de quoi il s'agit, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment ma tasse de thé, quoi. Alors voilà, pour l'instant, je suis un triathlète de beau temps. Bah, il paraît que le Swissman est pas mal non plus, hein, en termes de conditions climatiques extrêmes. Ah oui, ça peut être sympa, ouais. Il y a de la neige en haut des cols, et à certains endroits, il faut les pneus neige, ouais. Olivier, bah, tu as déjà presque fait la transition sur l'équipement suivant auquel je pensais. Je voulais remonter donc des pieds jusqu'à la tête. Tu as parlé directement des chaussures. Alors justement, sur les chaussures, est-ce que vous avez des recommandations particulières ? Est-ce qu'en vélo, on peut utiliser n'importe quelle chaussure de vélo ? Et est-ce qu'en course à pied, on peut utiliser n'importe quelle chaussure de course à pied ? Greg, ton avis ? Bah, mon avis, c'est que le triathlète débutant ou le triathlète qui vise un slot pour Hawaï va forcément pas faire les mêmes choix. Si on veut être performant en transition, je pense que l'idéal, c'est d'avoir les chaussures qui sont déjà clippées sur les pédales pour la première transition. En général, on les fait tenir droit avec des élastiques, simplement pas qu'elles tournent sur elles-mêmes et qu'elles tapent par terre quand on pousse le vélo pour sortir de la zone de transition. Ensuite, on saute sur le vélo et on enfile ses chaussures alors qu'on est déjà en train de pédaler. Donc là, on gagne du temps. Et puis, pour la course à pied, évidemment, des chaussures qu'on a l'habitude de courir, qui sont performantes. Donc, on ne mettra pas les grosses chaussures faites pour la neige, l'entraînement dans la neige l'hiver, mais plutôt des chaussures de compétition légères et rapides. Et puis comme ça, on devrait pouvoir terminer son triathlon dans les meilleures conditions. Évidemment que si on court un triathlon de 5 km, on va choisir des chaussures type racer très agressives avec peu de semelles, peu d'amortis. On va peut-être pas choisir ces chaussures-là si on part sur 42 km pour le marathon d'un Ironman. Donc toujours choisir en fonction de la distance et puis aussi du type de terrain qu'on va rencontrer pour sa compétition. Toi, Olivier, ton avis là-dessus ? Je suis tout à fait d'accord avec Greg, bien évidemment. Je rajouterais à ça, encore une fois, pour gagner les quelques secondes, voire minutes que j'aurais perdu sur la natation, prendre des chaussures de triathlon, en fait. C'est vrai que des chaussures de vélo, on va retrouver les chaussures de cyclisme un peu habituelles qui prennent peut-être un petit peu plus de temps à se fermer par rapport aux chaussures de triathlon qui, elles, justement, sont faites pour s'ouvrir et se fermer de manière très rapide. Donc, en général, c'est un grand scratch qui se referme sur le côté. Et donc, c'est quelque chose, effectivement, qu'on va pouvoir refermer plus facilement alors qu'on est déjà en train de pédaler, par exemple. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose qui peut faire un petit peu la différence. Et alors, au niveau de la course à pied, tout simplement, les élastiques. En tout cas des lacets élastiques qui vont permettre justement de ne pas devoir faire ces lacets au moment de la deuxième transition. Ça, je pense que c'est quand même quelque chose d'assez important aussi. Qui permettent juste de glisser le pied dans la chaussure comme dans un chausson et de ne pas avoir besoin de faire un quelconque serrage. Bon, je voulais juste le préciser pour la blague, mais quand on parle d'élastique pour accrocher les chaussures sur le vélo, allez pas chercher le chouchou de votre conjointe ou de maman. On parle vraiment des tout petits élastiques de cuisine. L'idée, c'est de faire tenir la chaussure donc avec la languette arrière ou d'une autre manière sur la pédale pour pas qu'elle tourne sur la pédale et que l'élastique casse dès qu'on monte sur le vélo et qu'on commence à pédaler avec. Donc si vous y allez avec un chouchou, ça risque de faire mal. Non, Greg, non je dis ça peut être intéressant, hein. Pousser la pédale vers l'avant, ça va être un tout petit peu plus dur. Par contre, le retour va se faire plus facilement après derrière. Voilà. Non, mais effectivement, il faut que ça casse au premier tour de pédalage. Et puis, ne pas attacher les chaussures avec les élastiques n'importe où, hein. J'ai vu des gens qui ont endommagé leurs dérailleurs en attachant leurs élastiques sur la cage de dérailleur avant du vélo. Et puis, un élastique un peu trop costaud. Et puis, hop, on plie le tout. Et le triathlon commence très, très mal. Et puis, tu finis sur la plaque, surtout quand ça monte, ça peut être sympa. Ça peut être très ennuyeux. Ouais. Et puis pour finir, alors on va pas remonter sur le reste du corps, la trifonction, on l'a vu hier. Peut-être que ce qui va nous rester après, ça va être pour le vélo, le casque, outil indispensable en termes de sécurité. Puis de toute façon, vous ne prendrez le départ d'aucun triathlon. Vous ne sortirez même pas du parc à vélo sans avoir mis un casque et serré la jugulaire et fermé la jugulaire et de l'avoir serré. Et puis peut-être en course à pied, la casquette, le bonnet, quelque chose pour protéger la tête. Est-ce que vous avez des recommandations là-dessus ? En ce qui me concerne, le casque, il faut choisir aussi en fonction des conditions météo, hein. On sait que les casques très aérodynamiques en forme de goutte avec une visière intégrée, etc., c'est très très aéro, on peut gagner plusieurs watts grâce à ça, mais par contre là-dedans il fait chaud et donc si le soleil tape très très fort, qui fait 37 degrés, réfléchissez-y à 2 fois avant de prendre un casque tout fermé et puis en forme de goutte si vous partez sur une distance longue, parce que oui, vous allez gagner du temps les kilomètres où vous allez être frais, mais quand vous allez être comme dans une cocotte minute dans votre casque, à plus pouvoir vous
rafraîchir, eh bien le gain là va se transformer en calvaire. Donc voilà, à faire en fonction des conditions. Et puis pour la course à pied, effectivement, si c'est une course à pied longue en plein soleil, une visière, une casquette, c'est indispensable pour pas prendre une insolation au moment de la course à pied. Donc ça, ouais, c'est 2 conseils qu'on peut donner. Et puis juste pour le casque aussi, maintenant, personnellement, je choisis plus que des casques qui sont avec le sigle MIPS pour la sécurité en cas de chute, en cas d'impact. J'ai fait pas mal de recherches sur la technologie MIPS et je la trouve très intéressante sur les casques par rapport à des casques classiques. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Greg, et je rajouterais même peut-être qu'il y a encore un critère qui pourra potentiellement déterminer le choix du casque. C'est si on est sur un parcours qui est plutôt roulant ou un parcours avec du dénivelé. Donc si on est sur un parcours roulant, typiquement on va aller chercher de l'aérodynamisme parce qu'on va atteindre des vitesses supérieures. Par contre, effectivement, dès qu'on est sur des parcours avec un petit peu plus de boss et de dénivelé, c'est clair que l'aérodynamisme a peut-être un peu moins de sens, et donc dans ce cas-là, on optera peut-être quelque chose pour un petit peu plus de ventilation, on va dire, au niveau pour garder la tête fraîche. Et sinon pour la course à pied, c'est vrai que moi en général j'opte plutôt pour une casquette assez légère qui va pas peser non plus et qui va pas absorber trop l'humidité non plus. Oui, et puis qu'il y aura l'avantage, à la différence de la visière, si on est sur des triathlons longs et chauds, de pouvoir tremper la casquette dans un bac d'eau ou à la douche ou autre, et donc de garder cette fraîcheur et cette humidité, parce que la visière, on va avoir la tête de toute façon découverte, et à mon âge avancé, avec les cheveux qui tombent un peu, je préfère la casquette. Oui, tout à fait. Messieurs, merci encore pour cet épisode. Demain, ce que je vous propose, c'est d'aborder le sujet des objets connectés que l'on va pouvoir amener avec soi à l'entraînement ou en compétition, et notamment ces petites bestioles que l'on pose sur nos guidons de vélo ou que l'on porte au bras. Avec grand plaisir. Parfait, à demain. À demain. Ce podcast est sponsorisé par Ohana. Pour en savoir plus sur les textiles et les valeurs de la marque, rendez-vous sur ohana.boutique. ohana.boutique. À tout de suite pour votre première commande.